Le dragon est la créature mythologique la plus facilement reconnaissable, mais aussi la plus réappropriée. Vue comme une créature démoniaque et maléfique dans la culture occidentale, ou encore comme une créature bienveillante dans la culture orientale, on ne compte pas les dragons iconiques de la pop culture. Draco, le dragon poussière d'étoiles de Yu-Gi-Oh!, Smaug dans le Hobbit, ou bien même Bolgrot dans Dofus. Mais, sans contredit, le meilleur, c'est Croque-Mou. La saga Dragon des studios DreamWorks nous présente avec cette créature un furie nocturne prédateur redoutable, probablement le dernier de son espèce et un des dragons les plus puissants de ce bestiaire. Mais qu'en est-il vraiment? L'espèce des furies nocturnes est-elle vouée à disparaître avec Croque-Mou ou est-ce une simple question de recherche? Salutationnisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on part sur les traces des derniers furies nocturnes. La timeline. Si vous avez besoin d'un petit récapitulatif, voici l'histoire de Croque-Mou. Tout commence dans un premier film, quand Harold est âgé de 15 ans, il fera tomber un furie nocturne du ciel, un dragon connu pour sa rareté mais surtout sa puissance. Lui et le dragon se lieront d'amitié et exploreront l'archipel de Burk à la recherche de nouvelles terres, de nouveaux dragons et surtout de possibles survivants de l'espèce des furies nocturnes. Ce qui n'arrivera malheureusement jamais. On apprendra dans le deuxième film que Croque-Mou et Harold ont sensiblement le même âge, mais aussi que Croque-Mou est très probablement le dernier de son espèce. Et c'est dans le troisième film que Duo tombera sur une furie éclair, espèce cousine des furies nocturnes assez proche biologiquement pour avoir des enfants. Mais aussi on fera connaissance de Grimmel, l'image miroir de Harold, connu pour être le plus grand braconnier de l'histoire de Dragon et pour avoir sensiblement exterminé tous les furies nocturnes. Je dis que Grimmel est le miroir d'Harold parce qu'il représente ce qu'il aurait pu devenir. Là où Harold a refusé de tuer Croque-Mou quand il l'a trouvé, Grimmel a bien exécuté sa proie et est devenu un tueur. Et Harold s'est lié d'amitié avec son dragon. Mais c'est aussi le catalyste de cette théorie. Je crois non seulement que Grimmel n'a pas exterminé tous les furies nocturnes, mais qu'en plus, les survivants de l'espèce seraient relativement faciles à retrouver. Vous voyez ce qu'ont en commun la plupart des fictions par rapport au dragon, c'est que c'est une créature magique, féerique et mythologique. Mais dans l'univers de DreamWorks, on a une dépiction beaucoup plus animale de la créature, dans le sens qu'ils obéissent à certaines lois zoologiques. On s'intéresse à leurs habitudes de vie, à ce qu'ils mangent et surtout à leurs habitats naturels. Et c'est cette zoologie qui va nous permettre de retracer l'espèce des furies nocturnes. La vie d'un furie nocturne. Parlons encore une fois de la timeline. Si la mère de Harold dira que le dragon et son fils ont sensiblement le même âge, ça veut dire que Croque-Mou est âgé d'environ 15 ans dans le premier film. C'est important parce que dans un spécial Noël faisant partie de la série Netflix, on voit que les dragons ont une saison des amours. Série qui au passage est reconnue comme 100% canon par Richard Hamilton, un des créateurs et scénaristes de la série. Assumant que cette saison des amours se produit tous les ans comme pour la plupart des espèces animales connues, ça veut dire que Croque-Mou et la furie éclair ont eu leurs 3 bébés dans l'année suivant la fin du troisième film. Et encore une fois, on n'a aucune idée de c'est quoi le temps de gestation des œufs de dragon, mais ça nous donne une certaine approximation, disant que ces bébés sont âgés d'entre 7 et 9 ans. Et regardez-les, ils sont minuscules, ils volent à peine, ces bébés ont clairement encore besoin de leurs parents pour survivre. Et si on en croit la morphologie de Croque-Mou, ça veut dire que dans les 7 prochaines années, ces petits bébés furies atteindront leur taille adulte, ou au moins une taille leur permettant de voler tout seuls sans supervision parentale, pour la chasse ou encore pour la survie. Mais l'existence de ces bébés nous apprend que à cet âge-là, les furies ont clairement encore besoin de leurs parents. Ce qui fait que la disparition de l'espèce des furies nocturnes a maximum 9 ans dans le premier film. Ce qui est assez étrange parce qu'à mon sens, une espèce au complet ne peut pas se volatiliser en 9 ans. Et je ne parle pas juste des représentants, je parle de leurs dépouilles, de leur corps, des traces de passage, etc. Dans le premier film, Gueulefort donnera à ses élèves le manuel des dragons. Il dira que ce manuel représente tout ce qu'ils savent sur tous les dragons connus. Et dans ce manuel qui est présenté comme un puits de savoir sur les espèces de dragons, il n'y a rien sur les furies nocturnes. Pas de vitesse, pas de taille, même pas une toute petite idée de ce à quoi ils peuvent ressembler. Les traces d'une espèce ne disparaissent pas en 9 ans, à moins que ce soit une question d'habitat et de contexte historique. À quelle époque se déroule l'histoire de Dragon? Rappelons-le, Dragon se passe durant l'ère viking et une date canon de l'année 1010 nous est donnée. Est-ce qu'on peut prendre ça totalement au sérieux? Plus ou moins, mais voyez-vous, il est possible de vérifier ça en faisant un parallèle avec notre histoire. Dans la série Netflix, les personnages feront souvent référence aux dieux de la mythologie nordique, indiquant qu'ils vénèrent ce panthéon. Ce qui est une bonne information parce qu'on sait que les Vikings ont été convertis au christianisme
autour des années 900. Tu vas pas sincèrement chercher des preuves religieuses et historiques pour justifier la rareté d'un dragon, mais tu vas beaucoup trop loin! Oui, c'est vrai que c'est aller chercher un petit peu loin, mais ce que ça peut nous apprendre, c'est que cette date de l'année 1010 pour laquelle se déroule l'action est au maximum la plus loin dans le temps qu'il est possible d'avoir. Même si je me rends compte qu'à l'écriture de cette vidéo, j'ai dû laisser de côté beaucoup de choses que je trouvais très intéressantes, donc si une vidéo sur l'histoire de la mythologie nordique et ses théories vous intéresse, vous savez quoi faire. Sur ce, quel est le rapport avec les furies nocturnes? Prenez les choses comme suit. L'ère des grandes explorations, l'époque où l'Europe a commencé à étendre ses territoires, notamment vers les Amériques, a commencé dans les années 1400. Si on est vraiment au début du premier millénaire, ça veut dire qu'on est 400 ans avant l'ère des grandes explorations, et donc qu'une bonne partie de la planète reste un mystère, incluant pour les Vikings. Dans l'univers, on voit souvent Harold et Croque-Mou explorer et cartographier de nouveaux endroits. En fait, l'exploration de nouvelles îles pour s'établir et pour coloniser, c'est un des thèmes principaux du troisième film. Et vous me voyez venir, je pense qu'une partie du monde peut accueillir une grande partie de l'espèce des furies nocturnes. Et pour bien comprendre comment et pourquoi, il faut simplement regarder Croque-Mou lui-même. Parlons un peu des habitudes de vie de Croque-Mou. Dans le film, on le voit cracher du feu sur le sol avant de s'y endormir, ce qui pourrait impliquer que les furies nocturnes viennent d'un endroit un peu plus chaud que l'archipel de Burke. Heureusement, j'ai fait mes recherches et il se trouve que l'archipel de Burke est basé sur l'île de Staffa, au nord du Royaume-Uni en Écosse. Entre-temps, Croque-Mou possède un des plus grands ratios aile versus corps, la largeur totale de ses ailes étant de 14 mètres. Sachez, dans la nature, une plus grande largeur d'aile signifie que l'animal a pour habitude de se promener en haute altitude, parce qu'ils ont besoin d'un plus grand ratio aile versus corps pour les garder en l'air à une densité d'air plus faible. Mais on voit aussi Croque-Mou dormir la tête en bas comme une chauve-souris. Il utilise aussi l'écholocation, talent naturel de la chauve-souris, et dans son développement, cet animal est même cité. Cette morphologie et ce talent nous apprennent que Croque-Mou vient d'un endroit avec de hauts points d'altitude et qu'il a l'habitude de se déplacer dans des cavernes et des lieux sombres. Dans la série, on voit que Croque-Mou est plus qu'à l'aise de rentrer dans des grottes, là où pour bien d'autres dragons, il s'agit d'une source de peur et d'anxiété. Mais surtout, on est présenté au Murmure Mortel, l'ennemi juré des furies nocturnes, et vous l'aurez deviné, c'est un dragon des cavernes. Si les furies nocturnes n'avaient pas l'habitude de se déplacer sous terre et dans les grottes au minimum de temps en temps, la rivalité avec le Murmure Mortel n'aurait aucun sens. Mais ce dragon est littéralement cité comme l'ennemi naturel des furies nocturnes. C'est de Croque-Mou, quand on les prend en contexte, on peut comprendre pourquoi ces dragons sont difficiles à observer dans la nature. Il a littéralement la possibilité de se rendre invisible, sans parler de sa vitesse prodigieuse et du fait qu'il est complètement noir. Pourquoi est-ce que la couleur de ses écailles est si importante? Pour la simple et bonne raison que les furies nocturnes sont un animal, comme son nom l'indique, nocturne. Ce sont des raisons de camouflage volant dans un ciel noir de la nuit, les rendant presque invisibles à l'œil nu. Finalement, rappelons-nous qu'ils peuvent aussi invoquer la foudre et les éclairs, se camouflant dans les nuages noirs. Faisant que les furies nocturnes, même dans un contexte où on se trouverait dans leur pays natal, seraient des animaux assez difficiles à observer. Donc si on considère la possibilité que sur l'archipel de Burke, c'est un animal très rare parce qu'il n'y est pas accommodé, on comprend pourquoi on ne les a jamais vus, parce qu'ils étaient déjà à la base disponibles en très petit nombre, mais aussi parce que ce sont des animaux avec de grandes capacités de camouflage. Et quand on regarde Burke en elle-même, il est 100% clair que les furies nocturnes ne viennent pas de cette partie du monde. Bon, on a établi que les furies nocturnes ont besoin d'un certain niveau de chaleur. En fait, le simple fait qu'on soit face à des reptiles devrait nous donner la puce à l'oreille. Et si on s'accorde à Harold, sur Burke, il neige 9 mois par année et les 3 mois restants, il grêle. Burke possède donc un climat très froid, rendant l'archipel difficilement praticable pour toute créature reptilienne. Ce qui rend l'archipel en elle-même très difficile à avaler comme milieu naturel pouvant accueillir autant de dragons. Mais c'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, en fait. Tu vas arrêter l'autopromotion? Jamais. Mais aussi au niveau de la faune et de la flore, on n'est pas quelque part de très accueillant pour cette espèce. Dans le premier film, on voit des anguilles, animal que les dragons détestent. Et quand on sait que les furies nocturnes se nourrissent exclusivement de poissons, on comprend pourquoi ça pourrait être difficile de se nourrir ici pour cette espèce. De 2, la présence du Murmure Mortel, l'ennemi naturel de Croque-Mou. Si on n'est pas dans l'habitat naturel des furies nocturnes et que leur ennemi naturel est présent ici à l'état sauvage, ça veut dire que c'est cet ennemi qui a l'avantage du terrain, faisant de Burke un endroit peu accueillant pour les furies. À noter que les Murmures Mortels sont des animaux qui semblent vivre à 100% dans les cavernes, là où Croque-Mou semble simplement s'y déplacer, mais avoir besoin d'un certain niveau de liberté dans le ciel à côté. Mais aussi, il y a la présence du Red Dead, un dragon géant fort rapide et surtout qui rendra la vie difficile à un animal qui n'est pas acclimaté à cet environnement comme Croque-Mou. Dit comme ça, c'est difficile de prendre l'archipel de Burke pour un endroit qui ne veut simplement pas de Croque-Mou. Et historiquement parlant, ça colle aussi! L'histoire de Burke.
Tout commence avec la mère de Harold dans le deuxième film. Elle sera capable d'identifier Croque-Mou comme un furie nocturne et même capable de dire quel est son âge. Sachant qu'elle vit avec les dragons depuis à peu près 20 ans, on peut assumer que, dans ces 2 décennies, elle a rencontré des membres de l'espèce des furies et a pu les étudier. Idée supportée par le troisième film où on voit une furie éclair plus 2 autres membres de cette espèce dans le monde caché, impliquant que la présence des furies sur Burke est rare mais pas impossible. Et le premier qui fait une blague sur les Furies en commentaire, je l'envoie travailler pour Drago. Parlons encore une fois de la série, qui, je le rappelle, est très bien. L'attrait principal de cette série, c'est le développement du bestiaire de dragons, mais aussi de leur lore. Et il y a un épisode qui se concentre à 100% sur ce sujet. L'île de Vanaheim tirant son nom d'un domaine de la mythologie nordique, et l'île où les dragons vont pour mourir. Elle est sculptée dans le corps décédé d'un Bewilderbeast, ce dragon de glace géant alpha, protégeant les plus petits dragons au péril de sa vie. Mettant l'île à côté du Bewilderbeast du deuxième film, il est plus qu'évident que ce squelette appartenait à un dragon beaucoup plus grand que celui qui nous est présenté. Un dragon plus grand, donc possiblement aussi beaucoup plus vieux. Rappelons-le, le Bewilderbeast du deuxième film est relativement jeune puisqu'on voit son œuf à la fin de la série. Mais ça implique aussi que cette île est ancienne, très ancienne. Pourquoi? À cause de sa nature. L'île de Vanaheim est l'endroit où les dragons vont pour mourir. On y trouve une tombe pour chaque espèce de dragon présente sur l'archipel de Burke. Chaque espèce, sauf, vous l'aurez deviné, les furies nocturnes. Et vous devinerez qu'une île où les dragons vont pour mourir, ça fait pas l'unanimité chez eux. Donc, l'île a des dragons sentinelles. Des merveilles d'évolution capables de résister ou de s'adapter aux attaques de presque tous les dragons connus. Encore une fois, la seule exception étant les furies nocturnes. C'est une île ancienne qui n'accueille pas la tombe de l'espèce de Croque-Mou. Seul problème, on a déjà établi que, dans la dernière décennie, il y a eu une purge de furies nocturnes. Si ces animaux étaient présents en masse sur l'archipel de Burke à un certain moment, il y aurait des tombes et les sentinelles sauraient comment les déjouer. L'évolution devrait avoir donné aux dragons sentinelles l'habilité d'en finir avec Croque-Mou. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Tout simplement parce que cette espèce ne vient pas de l'archipel de Burke. Et même si j'ai tort par rapport à la timeline, même dans ce petit cas de figure qui, selon le contexte, me semble assez peu probable, les films nous disent que le responsable de la disparition de l'espèce des furies nocturnes, c'est Grimmel. Grimmel qui canoniquement est âgé de 55 ans et il en a chassé des furies nocturnes. On peut donc en conclure que, même dans le cas où ma timeline est erronée, il y avait des furies à proximité de Burke quelques décennies auparavant. Et même à ça, les dragons sentinelles n'ont pas d'armes contre les furies nocturnes. L'évolution ne leur en a simplement pas donné. Et l'évolution, ça ne se compte pas en décennies, mais en millénaires. Donc peu importe l'origine des furies nocturnes, il est clair qu'ils ne viennent pas de l'archipel de Burke. Mais alors, d'où viennent-ils? D'où viennent les furies nocturnes? Qu'est-ce qu'on recherche donc pour l'origine de cette espèce? On a établi que ce sont des dragons vivant dans les grottes, mais aussi en haute altitude, dans un pays plus chaud que l'Écosse. Grotte plus altitude, je pense à une région du monde montagneuse. Et le wiki nous apprend sur les furies nocturnes qu'ils sont des animaux assez difficiles niveau nourriture et qu'ils ne vont manger que du poisson. Ça indique que leur pays natal doit être proche de beaucoup de points d'eau. Finalement, je pense qu'il est correct d'assumer que les furies nocturnes viennent d'un pays européen. Ces dragons ressemblent à la dépiction européenne du mythe, un gros lézard ailé à 4 pattes, vu comme un animal maléfique, versus l'interprétation plus orientale ressemblant à un gros serpent volant qui, rappelons-le, était vu comme une figure quasi divine et bénéfique. On cherche donc un pays européen chaud et montagneux où il serait facile de se nourrir de poissons. Assez loin géographiquement parlant de l'Écosse pour qu'on puisse penser que l'espèce est éteinte, mais assez proche pour que Croque-Mou ait la capacité de s'y rendre relativement facilement. Ce qui nous amène, roulement de tambour, en Grèce. Comparons ces deux pays. La Grèce est un pays méditerranéen. On y trouve entre 3000 et 6000 îles et îlots, donc c'est parfait pour les points d'eau. C'est un pays européen, connu pour avoir des étés très chauds et des hivers assez doux, et on y trouve des grottes et des montagnes. En fait, le point culminant de l'Écosse est le Ben Nevis, avec ses 1345 mètres de hauteur, versus la Grèce avec le mont Olympe et ses 2911 mètres de hauteur, plus de 2 fois celui de l'Écosse. Expliquant la morphologie des furies nocturnes et pourquoi ils sont à la fois des animaux de haute altitude et des animaux de grotte. Et entre-temps, au niveau mythe, ça colle aussi. Dans la mythologie grecque, on retrouve beaucoup de créatures draconiques, dont Ladon ou Scylla. Et à la fin du 3e film, Harold nous dit que, selon la légende, les dragons n'auraient jamais existé, reliant déjà encore plus ces créatures mythiques au monde de la mythologie. Mais surtout, ce qui est intéressant chez les furies nocturnes, c'est leur relation avec le ciel et surtout avec la foudre. Dans le manuel des dragons, ils sont décrits comme le rejeton effroyable de la foudre
et du trépas, un dragon à ne surtout pas croiser. Et encore une fois, ce ne sont pas juste des mots, on voit à l'écran que les furies nocturnes ont un certain pouvoir sur la foudre. Et devinez quel panthéon de dieux possède une figure religieuse reliée à la foudre, connue à la fois pour sa dangerosité, sa colère et son impulsivité? Bingo, c'est la mythologie grecque. En fait, le symbole même de Zeus, l'aigle royal, un oiseau qui est capable de voler entre 10 000 et 20 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une envergure d'aile de plus de 2 mètres, ce qui est très impressionnant. Il emprunte donc aussi les caractéristiques de Croque-Mou. Et je tiens à faire un point là-dessus, les dragons sont des mythes. Le mythe, c'est une histoire qu'une civilisation peut se raconter pour justifier une intervention de la nature inexplicable, une façon de se rassurer face à l'incertain que le monde offre. C'est ce que fait l'aigle royal, le symbole de Zeus, et peut-être que pouvoir sur les éclairs des furies nocturnes a pu alimenter le mythe grec du dieu du ciel et de la foudre. Un animal large volant dans un ciel noir, invoquant les éclairs décrivant de larges arcs en cercle autour des terres grecques, jusqu'au beau jour où certains d'entre eux s'éloigneront du territoire, mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Donc, récapitulons. L'archipel de Burke ne peut simplement pas être l'habitat naturel des furies nocturnes. Il fait trop froid et la faune et la flore leur est antagoniste. Notamment avec la présence d'anguilles, de murmures mortels et surtout du Red Dead. Historiquement parlant, dans cet univers, on a des preuves que l'archipel de Burke n'a jamais accueilli les furies nocturnes en grande quantité, mais c'est assez proche de leur pays natal, probablement la Grèce, pour justifier la présence de Croque-Mou et peut-être aussi de sa famille. Avant qu'une force tierce leur soit arrivée, je pense personnellement que Grimmel leur est simplement tombé dessus. De l'autre côté de la médaille, Grimmel, le plus grand de tous les braconniers, a sûrement exterminé cette espèce autour du Royaume-Uni, ne sachant qu'à l'autre bout de l'Europe se trouvent sûrement des montagnes où l'espèce des furies nocturnes grandit de jour en jour. Sur ce, mes amis, ma question pour vous aujourd'hui est: quel est votre dragon préféré de l'univers de DreamWorks? Personnellement, j'adore les Stormcutter et les Bewilderbeast. N'oubliez pas aussi de me donner vos avis et théories en commentaire, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner au passage et activer la cloche. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle plus des théories entourant l'univers de DreamWorks. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.